c'est dans tes moments de décision que tu détermines ton avenir. Alors je me suis dit tout de suite, mais je suis face à une décision. Acheter le bouquin qui est en train d'opérer quand même quelque chose d'inattendu à moi ou ne pas l'acheter. Donc si j'achète, ça aura ses conséquences. Si je n'achète pas, ça aura également ses conséquences. Selon toi aujourd'hui, concrètement, sur quoi on devrait s'appuyer pour élever ce continent? J'ai commencé à me poser les bonnes questions. Parce que quand tu te poses les mauvaises questions, tu auras les mauvaises réponses et tu vas sombrer. Selon toi, sur quel facteur une équipe ou un leader devrait s'appuyer pour élever un petit peu son équipe et aller chercher plus de chiffres? On peut exploser son business lorsque ce qu'on propose en termes de services et de produits, on le fait par amour pour les autres, pour rendre leur vie meilleure. Les conséquences logiques, c'est la performance. Je suis d'accord. Le talent sans discipline, c'est voué peut-être à l'échec. Discipline sans talent, c'est possible de faire quelque chose. Talent plus discipline, le monde, il est à vous. Absolument. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le grand privilège, on va dire même, de recevoir un homme ici qui a initié toutes ces grandes choses-là. C'est pour moi un honneur, un grand privilège, mais surtout parce que je me sentais redevable un petit peu de faire ça, non seulement pour vous, mais pour aussi avoir cet échange parce qu'on n'a jamais eu l'opportunité de vraiment avoir ça à l'époque. Le Karamo que vous connaissez a découvert le développement personnel exactement en 2016. Mais comme on dit, personne ne se fait seul. Il a aussi découvert ça par l'intermédiaire d'un monsieur que je vous ai souvent cité ici qui s'appelle Moussa Bérété. Je sais que vous avez attendu ça. J'ai aujourd'hui donc le privilège, l'honneur d'avoir Moussa Bérété en face de moi afin de parler de son parcours, de ce moment où moi je découvre le développement personnel en particulier, mais aussi de quels sont les chemins entre guillemets qu'il a suivis qui ont fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui. Donc, on va passer par beaucoup d'aspects ici autour du développement personnel, on va parler de leadership, d'entrepreneuriat, de peut-être un petit peu de politique aussi, ça dépend, parce que on fait tous de la politique d'une manière ou d'une autre. Donc, sans plus tarder, veuillez applaudir, même si on n'est pas en conférence, avec un maximum de yes dans les commentaires, Monsieur Moussa Bérété, s'il vous plaît. Comment ça va, coach? Je vais très très bien. Et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être là. À moi de te remercier pour l'opportunité qui m'est offerte, mais surtout pour ces généreux propos à mon égard. Merci pour la gratitude et je voudrais aussi profiter de ces échanges pour exprimer toute ma fierté de ce que tu as accompli jusque-là, mais encore exprimer l'espoir que j'ai aujourd'hui quant à ce que tu pourras accomplir dans le futur dans ce domaine très passionnant du développement personnel, parce que en amont et en aval de toute œuvre humaine, c'est le potentiel humain qui est engagé. Et toute action dans le sens de qualifier ce potentiel humain-là, on ne peut que saluer et tu le fais très très bien. Merci beaucoup, j'en suis honoré, surtout quand ça vient de toi. Tout est parti de quelques phrases que tu vas sortir lors d'une classe de leadership à l'Albanie. Ah ouais, tout à fait. Et ça a réveillé quelque chose. Ça passe vite, hein, c'est comme si c'était hier. Exactement, incroyable. Ça fait plaisir en tout cas. Ouais. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je vois encore ces chaises posées je pense au 3e étage en train d'écouter un petit peu ces paroles, découvrir le développement personnel. Ouais. Et aujourd'hui, on fait notre petit chemin. Et je sais que tu es encore toujours dans l'écosystème, tu entreprends, tu es dans beaucoup de choses. Mais pour les quelques personnes qui ne savent pas qui est Moussa Bérété, comment tu te présentes aujourd'hui? Eh bien, je suis Moussa Bérété, comme tu l'as dit. Je me présente beaucoup plus comme leadership catalyste et entrepreneur aussi, notamment dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans le domaine du marketing relationnel, le MLM, qu'on appelle aussi le network marketing. Passionné de l'entrepreneuriat, mais aussi très passionné quant à toute initiative qui vise à donner, à apporter à la collectivité, à la société, notamment à travers la Fondation Afrique Émergente. Et certainement, tu as lu mon bouquin, on a eu l'occasion d'échanger autour de ça, où j'ai clairement défini ma mission de vie, qui a ces 3 composantes-là, inspirer des millions de personnes à travers justement ce que nous faisons en commun aujourd'hui, le développement personnel, le coaching, l'accompagnement, mais aussi laisser derrière moi un monde meilleur à travers l'entrepreneuriat, à travers des actions philanthropiques, ce que nous faisons aujourd'hui à travers nos initiatives entrepreneuriales, mais aussi la Fondation Afrique Émergente, et mais aussi à travers toute action qui vise à être au cœur des questions, des problématiques et de développement de la collectivité dans son ensemble.
Ok, c'est super. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir ici. Je sais que ça va être très riche, cet échange. Il y a tellement de choses à se dire. Ouais, absolument. À commencer par la Guinée, Mais, à mais je retrouver. voulais juste ouvrir une parenthèse. Oui, Tu as justement évoqué un point, et ça, c'est tout à ton honneur, aussi avec ton collègue, pour des ton camarades. binôme, Fodé Camara, que Mhm, je salue de passage. Et je suis persuadé que tu vis une expérience, parce que moi, je le vis tout le temps. mhm, Et vu le niveau toutes ces années d'expérience, le niveau qui est le tien aujourd'hui, mhm. à chaque fois qu'on fait des événements, tu te rends compte? Oui. Le nombre de jeunes qui viennent vers nous pour nous dire, je suis inspiré, je suis motivé et je Mhm, voudrais faire comme vous. mhm. C'est des centaines, voire des milliers de jeunes. Yeah, yeah. Mais au bout de 2, 3, 4 ans, combien de personnes tiennent encore la route? Hmm, Très peu. c'est vrai. Je suis sûr que sur peut-être des centaines de personnes qui m'ont approché, Mhm, tu es l'un des rares qui a su protéger sa vision mhm. et qui a su poser des actes au quotidien pour transformer cette vision en réalité. Et c'est toute là la question fondamentale de la réussite. Hmm. C'est pas d'être inspiré, c'est pas d'être Motivé. motivé, mais c'est le fait d'avoir une vision à long terme et de se dire que c'est une course de fond et Mhm. poser des actions au quotidien. Et encore et Et encore. ça, tu es une illustration parfaite de cela. Et encore une fois, je te dis Ça fait bravo plaisir. et félicitations. Ça fait plaisir. On va dire, t'as sémé de bonnes graines, mais ça fait plaisir et je suis totalement d'accord avec ça. Pour petite anecdote, parce qu'on va parler, on va prendre le temps aujourd'hui. J'espère que tu n'es pas très très pressé. Non, absolument. Je suis à toi, mon En frère. tout cas, c'est pour rebondir un peu à ce que tu dis. J'ai un copain, Sharon Tyler, qui est un grand coiffeur ici Mhm. en France et qui m'a poussé aussi à me lancer sur YouTube. Ok. Ouais, le développement personnel, c'est une chose. Se lancer sur les réseaux, c'est aussi une toute autre chose. Absolument. Et du coup, j'étais sur Facebook, TikTok, et tout le monde me disait d'aller sur YouTube. Je voyais pas de réseau en particulier. Et c'est lui qui m'invite chez lui. Mhm. Il va me chercher à la gare, exactement comme là. Ah ouais? Il me coupe les cheveux. Et ensuite, il se met sur sa chaîne YouTube, il me montre, il me dit, regarde ce que lui, il peut faire en un mois. Regarde ce que moi, j'ai fait en un mois. Ça a même publié une vidéo. Ah ouais? J'étais étudiant à l'époque, il me montre qu'il avait fait 600 euros. Je dis, waouh, c'est possible de faire ça. 600 euros de plus sur mon salaire. J'ai dit, c'est incroyable. Et c'est là que j'ai le déclic, finalement, de prendre, j'avais 1200 euros d'épargne. Mhm. Je prends ça, j'achète une première caméra, Wow. j'achète une lumière et j'achète un micro. Je me dis, je me lance sur YouTube. Ce jour-là, c'était le déclic pour moi d'aller sur YouTube. J'ai mis toute mon économie là-dedans. Et plus tard, à chaque fois que je fais des conférences, j'ai toujours cette humilité d'avoir de la gratitude pour les gens qui initient quelque chose chez moi. Donc à chaque Absolument. fois, je parle de lui en disant, grand merci à Sharon qui m'a quand même donné le courage, l'envie d'aller sur YouTube. Et il m'a dit une chose qui m'a beaucoup marqué, qui rejoint un peu ce que tu viens de dire, en disant qu'il a invité beaucoup de personnes à se lancer sur YouTube. Ouais. Mais c'est seulement moi, entre guillemets, qui a pris ce message-là vraiment pour quelque chose de raisonnable et qui en a fait quelque chose. Et qu'il peut Absolument. en parler à 10 personnes, mais que Wow. je suis celui finalement qui a écouté vraiment ce qu'il a dit et qui est directement passé à l'action. Wow. D'autres vont essayer de remettre ça plus tard, ainsi de suite. Tout à Donc ça fait. rejoint un peu cette phrase qui dit finalement, la clé de la réussite, c'est pas forcément lié à la motivation, ni à une sorte d'inspiration, parce qu'on peut tous avoir une petite flamme qui se réveille quelque part à un moment, mais comment entretenir cette flamme-là? Ni même l'opportunité qui se présente, hein. Mhm. Et c'est vraiment le caractère, le tempérament de la personne qui rencontre l'opportunité. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, merci. Et je t'en prie. Et pour commencer, ma première question, d'abord en te remerciant pour tout le travail que tu fais dans le développement personnel, pour tout ce que tu as fait pour tous ces milliers de jeunes que tu as inspirés, parce que tu en as fait des conférences en Guinée, j'en ai participé. Merci. Hommage à Maury Kanté que tu as invité à une conférence. J'étais là dans la foule, Ah en train ouais. d'observer. Ah ouais. J'ai appris, j'étais là. Personnel. Et dans ça, moi, j'aimerais savoir, le Moussa Bérété qui a inspiré des tas de jeunes, comment toi, tu as découvert le développement personnel pour la première Ah fois? oui, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton propos, tout commence quelque part. Yeah. Et tu sais, une rencontre, un mot, une phrase, un événement, une circonstance particulière peut changer la vie de quelqu'un à jamais. À jamais. Alors moi, ça a commencé pour moi en 2006. D'accord. En 2006, J'étais jeune, hein. ah ouais, ouais, j'imagine. En 2006, donc ça me rajeunit pas tant que ça. Donc je venais de terminer mon cursus de licence, Ok. mon cycle de licence dans une école de commerce au Maroc, à Casablanca. D'accord. Et
un cursus que j'ai traversé avec beaucoup de brio, avec beaucoup de motivation, beaucoup de sérieux, parce que j'ai été éduqué depuis mon enfance que pour réussir, il faut faire de bonnes études, il faut être euh, ponctuel à l'école, il faut être impliqué dans ses études, et chose que j'ai fait. Ok. Et jusqu'à obtenir ce diplôme, cette licence, dans une bonne école de commerce. Et pour moi, l'obtention de ce diplôme-là, c'était le passeport, c'était la garantie d'une belle vie, de la réussite. Et on a organisé un événement splendide de remise de diplôme. Et mais les quelques jours, quelques semaines, quelques mois qui ont suivi cette cérémonie, je me suis retrouvé en face de la réalité, la vie. Et j'ai déposé les CV et j'ai commencé à me poser les vraies questions. Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Des questions que je ne m'étais jamais posées quand j'étais étudiant. Alors, j'étais tiraillé entre le choix de repartir en Guinée, démarrer une carrière, chose que ma famille ne voulait pas forcément entendre. Chose que beaucoup d'amis me déconseillaient. De retourner au pays. De retourner au pays par rapport un peu au contexte socio-économique, toute sa difficulté d'insertion. Et j'étais tiraillé entre ce choix-là ou le choix de venir en Europe ou peut-être tenter l'aventure américaine et le choix de rester sur place au Maroc. Donc, c'était vraiment un tiraillement. Pour le jeune homme que j'étais, c'était pas évident d'avoir la bonne réponse. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui me passionne? Alors, je traversais un moment de désillusion. Le bon diplôme dans les mains, mais j'ai pas la bonne opportunité, j'ai pas la bonne insertion, j'ai pas la vie que j'espérais après accomplissement de ce cursus-là. Et ça te fait un peu marrer, mais bon, c'est la réalité. Un jour, dans mon état de déprime, de désillusion, je me suis décidé de sortir de la maison, aller me promener, partir où, je ne sais pas, mais sortir quand même de la maison pour décompresser un tout petit peu. Alors, il y a une belle plage à Casablanca, une belle corniche. Je suis allé, j'ai marché jusqu'à la corniche, j'ai longé la corniche tout au long. Et quelque part au bout de la corniche, il y a une belle mosquée qui est très connue, la mosquée Hassan II. Oui, je connais. J'ai visité Tu as rapidement. visité, n'est-ce pas, qui est quand même assez touristique, tout. Et tu sais, c'est vraiment au bord de la mer, et avec une architecture incroyable. Avec le son des vagues et tout ça. Tout à fait. Donc, justement, le son des vagues, je me suis assis en face de la mer pour contempler la mer et me plonger dans la méditation. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je dois faire? Rentrer en Guinée, rester au Maroc? Et si je reste, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce jour, tu sais, je suis de confession musulmane. Tu sais, à 13h, 14h, c'est la prière, c'est l'une des prières, des 5 prières de la journée. Et puisque j'étais juste à côté de la mosquée, j'attends le muezzin faire l'appel à la prière. Allah, à quoi tu vois ce que ça veut dire. Et de toi à moi, ça faisait longtemps que je ne priais pas. Mais ce jour, je me suis décidé d'aller prier. Je me suis dit, peut-être parce que je ne suis plus en communion avec le bon Dieu, peut-être qu'il m'a oublié. Et c'est pourquoi je me retrouve dans cette situation-là, des galères. Tu étais un peu perdu. J'étais perdu en quelque sorte. J'ai fait mes ablutions, j'ai fait mes rituels de prière comme ça se doit. Je reviens dans ma position pour continuer à contempler, à profiter de la sérénité de la mer. Et entre-temps, je suis resté jusqu'à 16h, 17h. Une autre prière. Je repars encore à la mosquée, je prie, je reviens dans ma position initiale. Et c'est à 19h, il y a une autre prière. Je pars, je fais ma prière et je décide de rentrer à la maison. Alors, j'ai l'habitude de dire que, comme on nous enseigne souvent, quand on implore le bon Dieu, il répond, mais peut-être ça prend du temps. Mais moi, je me dis, mes prières ont été exaucées le même jour. Parce qu'en rentrant à la maison, et puisque je suis un passionné de la lecture, je vois une librairie sur le chemin. Je décide d'entrer dedans. J'entre dans la librairie, je commence à regarder les bouquins. Parce que c'était ma passion. Je n'avais pas forcément d'argent pour acheter, mais je regardais. Je tombe sur un livre, Le pouvoir illimité. Tony Robbins. Tony Robbins.
C'était la première fois que je vois le nom Tony Robbins. C'était la première fois que je vois ce bouquin, le pouvoir illimité. Mais dès que j'ai vu, je pense que c'est le pouvoir de domination de l'homme par l'homme. Le pouvoir qu'on peut avoir en tant que manager, le pouvoir qu'on peut avoir pour faire sa place dans la société. Yeah. Tu vois de quoi est-ce que je parle? Parfaitement. Alors, je prends le bouquin, je lis déjà le résumé. C'est un autre pouvoir dont on me parle. Je décide, j'ouvre quelques pages. Mais pour la première fois, il y a un discours différent de ce que tu as l'habitude d'entendre. Qui me dit, mais attends, peu importe qui tu étais hier, peu importe ce que tu avais hier, peu importe qui tu es aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui, la question la plus importante, c'est qui tu veux être. Qu'est-ce que tu vas avoir, qu'est-ce que tu vas accomplir. Mais ça a commencé à se bousculer dans ma tête du coup. Et ça me soulageait au fur et à mesure que je lisais les pages. Mais le paradoxe, c'est que le bouquin qui opérait une transformation instantanée coûtait l'équivalent de 10 €, 100 dirhams. Ok. Et toute mon économie, c'était 100 dirhams. Wow, à l'époque. Et je ne sais pas pourquoi, à l'époque, je suis sorti avec cet argent-là. À l'époque, tu l'avais sur toi en plus? Je l'avais sur moi. Pourtant, c'était toute mon économie pour je ne sais combien de jours de subsistance. Ok. Alors, je regarde le bouquin 100 dirhams, je regarde mon argent, je prends ou je prends pas. J'achète ou je n'achète pas. Et j'avais presque décidé de ne pas acheter le bouquin. Mais je me suis dit, ben, je regarde une dernière page, je parcours une dernière page et puis après, prochainement, je viendrai acheter le bouquin parce que les 100 dirhams, quand même, ça peut me faire quelques jours de subsistance. Et j'ouvre. Heureusement pour moi, je tombe sur une page qui commence par une citation. Ok. Et je cite, c'est dans tes moments de décision que tu détermines ton futur. C'était la citation par laquelle cette page commençait, ce chapitre commençait. C'est dans tes moments de décision que tu détermines ton avenir. Alors, je me suis dit tout de suite, mais je suis face à une décision. Acheter le bouquin qui est en train d'opérer quand même quelque chose d'inattendu en moi, ou ne pas l'acheter. Donc, si j'achète, ça aura ses conséquences. Si je n'achète pas, ça aura également ses conséquences. Je me suis dit, comme toi, tu as mis ton économie dans YouTube, j'ai acheté le bouquin. De toute façon, personne n'est mort. J'ai continué à vivre, tu vois. Et j'ai dévoré le bouquin tout au long de la nuit et honnêtement, j'ai essayé d'appliquer des choses que j'apprenais dans le bouquin et je pense que ça a été le début de ma rencontre, ça a été ma première rencontre avec le développement personnel parce que le paradigme a changé. J'ai commencé à me poser les bonnes questions parce que quand tu te poses les mauvaises questions, tu auras les mauvaises réponses et tu vas sombrer. Donc, je pense que c'est là où ça a commencé pour moi. Incroyable. Et non seulement le fait d'intégrer les choses que j'apprenais et aller aussi à la découverte d'autres enseignements, mais aussi la passion de transmettre. C'est comme ça a commencé pour moi. Incroyable, c'est assez passionnant d'entendre cette histoire-là parce que moi je t'ai découvert mais j'avais pas écouté cette partie aussi de ton histoire, comment tu le découvres. Il y en a qui le découvrent par l'intermédiaire de quelqu'un, il y en a qui le découvrent aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, à travers les vidéos, des TikTok ou des YouTube, et toi tu le découvres dans un livre. Exactement. À l'époque, c'était pas trop développé, les réseaux sociaux et autres. On voyait très peu de vidéos. Je me rappelle, nous, on était obligés d'attendre la nuit parfois pour avoir des passes internet pour nous connecter et aller écouter quelques vidéos de pas mal de gens, Tony Robbins, Roger Lannoy, David Laroche, ainsi de suite. Absolument. Ok. Mais de ce parcours-là, je reste un peu focus sur toi avant qu'on ne puisse commencer peut-être à répondre à quelques questions que plein de gens se posent parce que ce podcast va leur être assez utile. Mais toi, dans ton parcours, tu découvres le développement personnel, du coup, on va dire autour de 2006. Que deviennent tes actions finalement? Et ça, c'est ma première question. Et surtout, je rebondis de comment tu découvres finalement ta mission de vie. Et si quelqu'un aujourd'hui est à la recherche de cette mission-là, quelqu'un est perdu, sait pas quoi faire, comment tu l'aiderais à trouver sa mission de vie? Je pense que j'ai eu l'intelligence quand même, et je pense que c'était intuitif pour moi de transmettre ce que j'apprenais au fur et à mesure à mes amis et à mes colocataires. Mes amis, j'ai réuni ces gens pour partager ce que j'enseigne parce que ça m'impressionnait tellement que j'avais envie de partager à d'autres personnes. Ça bouillait un peu. Ça bouillait. Donc, je pense que au fur et à mesure que je faisais cela, je me suis rendu compte que ça me procurait un plaisir énorme de partager.
Et bien avant ça, j'aimais enseigner les mathématiques, les trucs. Donc, j'avais une vocation d'enseignant. Ok. Et quand j'ai découvert ça, et je voyais que avec une certaine facilité, je transmettais ce que j'apprenais. Et plus je transmettais en réalité, j'opérais un ancrage de ce que j'apprenais. Donc, en enseignant, je m'éduquais au fur et à Bien mesure. sûr, bien sûr. Donc, cela m'a amené à décider d'entrer en Guinée et partager avec d'autres parce que je me suis dit, en Guinée, le besoin est énorme. Je me rappelle, en 2009, j'ai fait ma première conférence à l'université de Symphorien, D'accord. où j'ai eu 109 personnes Inscrite. et c'était une réussite. Ensuite, j'ai enchaîné avec d'autres conférences et puis, bon, c'était l'opportunité pour moi aussi de me former, de me perfectionner au fur et à mesure. D'améliorer J'ai ton art oratoire et tout tout à ce qui fait, va tout avec. à Ok. fait. J'ai pris goût à la chose, donc j'ai continué à apprendre, j'ai continué à apprendre, j'ai continué à apprendre. Et comment la mission est venue, et puisque j'ai découvert d'autres bouquins, notamment, tu connais Jacques Canfield, n'est-ce pas? C'est quoi le titre? Jacques Canfield, Le succès selon Jacques. Non. Et je te recommande, c'est un Le grand succès auteur. selon Jack. Selon Jacques. Ok. Jacques Canfield, J-A-C-K. Ouais. Canfield, c'est avec C-A-N-F-I. Il Ok. est très bon, il Je est vais très bon. chercher ça le plus Ouais. rapidement Le possible. succès selon Jacques, c'est Tu peux noter ça pour moi là-bas. c'est un très bon bouquin. Il dort. Alors, une fois, je voyageais Le succès selon Jacques et puis les 7 habitudes de Stephen Covey. Ça, je connais. Oui, tu connais. Donc, ces deux bouquins ont été les deux bouquins que j'ai achetés après Le pouvoir illimité. D'accord. Et dans les 7 habitudes de Stephen Covey, il y a un chapitre très intéressant, un principe qu'il développe où il dit que inside, outside, partir de son univers intérieur pour conquérir le monde extérieur, faire un travail en soi pour exploiter ses potentiels et conquérir le monde. Il fait un exercice, une métaphore en quelque sorte, mais qui est très poignant. Ok. Très, très poignant. Cet exercice est très poignant. Il nous invite à visualiser le scénario de la fin de notre vie, de notre fin de vie. Donc, tu imagines que tu assistes à un enterrement et le corps est allongé, peu importe où, à l'église, à la mosquée, et prêt à recevoir les dernières prières et les derniers recueillements avant de rejoindre la dernière demeure. Alors, mais ce corps, c'est pas le corps du voisin, du collègue, de l'époux, de l'épouse, de l'enfant, c'est ton propre corps qui est là. En fait, tu assistes à ton propre enterrement. Et ce jour, tu écoutes ce qui se dit autour, les témoignages, les prières. Et pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi ce jour? Quel mari tu as été? Quelle épouse tu as été? Quel professionnel tu as été? Pourquoi est-ce que tu as vécu? Et c'est là où il développe ce qu'il appelle les 3 L de la réussite. Live, love, live et legacy. Que c'est tout le sens de la vie. Entrepreneur, on peut exploser son business lorsque ce qu'on propose en termes de services et de produits, on le fait par amour pour les autres, pour rendre leur vie meilleure. Les conséquences logiques, c'est la performance. Je suis d'accord. Live, vivre conformément à tes aspirations les plus profondes. Et live et legacy. On va partir de ce monde. Mais après, qu'est-ce qui va nous survivre? C'est ce qu'on aura laissé. Tu vois, quand tu prends la pyramide de Maslow, là, les 5 niveaux de besoins, tu vois, on arrive au besoin d'accomplissement, c'est le sommet. En réalité, il dit, il y a un autre niveau de besoin dont on ne parle pas, mais qui est très intéressant. Et je t'invite à beaucoup t'intéresser à ce besoin-là. C'est le besoin de l'autotranscendance. Et c'est souvent quand on avance en âge que ce besoin commence à se manifester. Ça devient évident en nous. Par exemple, prenons nos parents. Plus ils avancent en âge, aujourd'hui, leur souci, ce n'est plus eux. C'est leurs enfants. C'est ce que nous allons devenir après eux. Donc, le besoin de l'autotranscendance se manifeste lorsqu'on s'approche du crépuscule de sa vie. Et alors, imagine le crépuscule de ta vie, tu es là, tu ne peux plus, c'est déjà passé. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Et de noter tout ça. Mon cher, quand j'ai fait cet exercice, c'est là où j'ai compris que je m'égarais. Je donnais de mon temps, de mon énergie aux activités qui n'avaient rien à voir avec ce qui comptait réellement pour moi. Et ta mission. What matter most.
qu'est-ce qui en vaut la peine, qu'est-ce qui est Mhm. plus important, qu'est-ce qui est prioritaire. Et je pense qu'à partir de là, en faisant cet exercice-là, ça m'a amené jusqu'à rédiger ma déclaration de mission. Et après, Mhm. qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de s'assurer au quotidien que ces actes, ces décisions concourent à la réalisation de cette mission de vie. C'est comme ça a commencé pour moi. Ok. Et quand j'ai enchaîné avec le livre de Jacques Canfield également, Mhm. ça, j'étais dans un vol entre Casablanca et la Guinée. Ok. Et c'est là où l'idée de mon premier bouquin est sortie. À lire ce bouquin-là, tout de suite, ça m'a inspiré à pouvoir transcrire ce que je partage dans un petit bouquin. Donc, c'était ça. Comme pour te dire que c'est quelqu'un qui inspire toujours un événement particulier. Mhm. Et tu peux être sûr d'une chose, Caramo. Mhm. Ce que tu fais aujourd'hui, ça inspire des millions de personnes. On essaye. Mais ouais, ça a du sens. Et Peut-être ça, le sens. c'est au-delà de l'argent qu'on peut se faire, c'est Bien sûr. au-delà du business, le fait d'impacter les vies. Je suis totalement d'accord. Si je rajouterais quelque chose, je suis totalement d'accord. Et merci pour cette masterclass que tu donnes parce que c'est des pépites que tu partages aujourd'hui. J'espère que vous Merci. prenez plaisir à apprendre de tout ce qu'on partage ici. En tout cas, merci bien. Et à Tony Robbins, dans son livre, justement, Pouvoir illimité, moi, je me rappelle, je fais l'exercice où il te demande d'écrire ce que tu veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Ouais. Et à chaque fois que tu notes ce que tu veux devenir, devant, il te dit de mettre aussi à côté Ouais. pourquoi tu veux devenir cela. Et en faisant cet exercice-là, moi, je me rappelle avoir fondu en larmes à ce Wow. moment-là. J'étais assis dans la voiture parce que je voyais que ma vie, on dit que l'ignorance coûte 2 fois plus cher que le savoir. Et je me rendais compte que j'ignorais tellement de choses. Et je me disais, mais pourquoi j'ai pas découvert ce livre-là beaucoup plus tôt? Pourtant, j'étais jeune, tu vois. Ouais. J'étais quand même jeune. Ouais, c'est sûr. Mais je me disais, pourquoi j'ai pas découvert ça? Parce que Ouais. je me dis, mais si j'avais su tout ça plus tôt, j'aurais pas vécu toutes ces galères que j'ai connues avant. Ouais. Parce que ça m'a ouvert les yeux et ça a donné un sens directement à ma vie. Mhm. Donc, tout ce que j'inviterai les gens, en tout cas, à travers tout ce que tu Ouais. partages là, Mhm. c'est la lecture déjà. C'est Ouais. d'aller chercher l'information. Aujourd'hui, les vidéos sont là, les conférences sont là, les formations. Mais aller à la source encore, je pense que ça réveille quelque chose. Aller lire des choses un peu à la source, Mhm. ça réveille quelque chose et, comme on dit souvent, il suffit d'un simple déclic Absolument. pour transformer la vie d'un individu. Absolument, absolument. Et la preuve, moi, je peux participer à ton séminaire, par exemple, toute une journée, Mhm. mais durant toute cette journée, c'est peut-être un passage en une fraction de seconde qui va faire toute la différence C'est pour ça, moi. qui va réveiller quelque chose. Qui va réveiller quelque chose. Quand est-ce que ça va arriver? Quel est ce passage? On ne peut jamais prévoir cela. Mhm. Mais effectivement, la magie se trouve dans l'éducation à travers justement des séminaires, à travers des podcasts, à Mhm. travers beaucoup de choses, la lecture. Je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord. Ouais. Maintenant, dans ton parcours, tu arrives en Guinée, tu mets en place, entre guillemets, l'Afrique émergente. En quelle année, du coup, comment ça se passe, Ouais. l'ascension et jusqu'à mettre en place cette fondation, l'Afrique émergente? Ouais. Et tu avais une école aussi de commerce, une Tout école à fait. de Voilà, formation. justement, avant d'arriver à, à la mise en place de l'Afrique émergente, Mhm. au Maroc déjà. Donc, je faisais beaucoup d'allers-retours. Et ce bouquin, quand même, m'a aidé à oser Mhm. frapper à des portes auxquelles Tu n'aurais jamais frappé avant. n'aurais jamais. Et je me rappelle, et en cela, je rends aussi hommage à un ami que je considère aussi un mentor, D'accord. Ahmad Sarr, qui enseignait justement dans beaucoup d'écoles de commerce au Maroc. D'accord. Et un jour, je travaillais comme téléconseiller. Et donc, je faisais beaucoup de ventes par téléphone. Ah, tu as fait du Oh, téléconseil. j'ai fait du téléconseiller quand Ok. j'étais étudiant et après, j'étais encore dans ce domaine. J'avais du mal à sortir de ma zone de confort. Ok. Pour moi, d'autres opportunités n'étaient pas faites pour moi, tu vois. Et je me rappelle, j'ai eu un accrochage avec mon superviseur un samedi matin qui a été assez injuste avec moi par son Mhm. comportement, par son attitude. Il était un peu excité ce jour, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai réagi. Et on m'a donné une mise à pied de 3 jours. Ok. J'ai dit, mais ce que ça va pas, c'est définitif, je ne reviens plus là-bas. Alors mes amis me disent, mais comment tu vas payer tes factures ou autres? Mhm. Je dis, j'ai donné mon âge du moment. J'ai dit, jusqu'à ce jour-là, je mange, je dors quelque part. Ce qui est sûr, demain encore, je vais manger et dormir quelque part. Et c'est pas ce qui m'a nourri jusque-là. Alors, et je rencontre mon ami sénégalais, Quelle année, le grand frère. Ça, c'était autour de 2008, fin 2008-2009. D'accord. Il m'est
on se retrouve, il m'invite dans un resto, on parle. Il dit, oh, je t'ai beaucoup pratiqué, je pense que tu peux enseigner. J'ai dit, c'est ma passion, mais j'attends d'aller en Guinée pour enseigner. Il dit, mais pourquoi tu ne le fais pas ici? J'ai dit, ben, tu sais, les Arabes, Mhm. est-ce qu'avec ma jeunesse, je suis de La couleur l'Afrique de peau. subsaharienne, Ouais. est-ce que, il a tapé sur la table. Il dit, c'est ce que nous fatigue. Hmm. En fait, nous sommes prisonniers de ce que nous imaginons. Il faut juste oser. Si tu as quelque chose à proposer, passe à l'action. Tu ne peux jamais savoir si ça va marcher ou pas tant que tu n'agis pas. Ça a été pour moi un déclic. Il prend son téléphone, il appelle quelqu'un. Il dit, j'ai un jeune homme qui peut bien être utile en tant qu'enseignant. C'est comme ça l'histoire de l'école de commerce commence. Et le monsieur m'invite ce jour-là, le même jour de passer, je passe dans mon jean basket. Je n'avais pas le temps d'aller à la maison, me mettre, tu vois bien. Et il m'a donné ma chance. Le lundi, il m'a donné une matière à enseigner. J'ai passé tout le week-end à bien préparer et heureusement, les choses se sont bien passées. Et c'était la fin d'année, de l'année scolaire. Et il m'a dit, ben, écoute, à l'ouverture, je pense que j'aurai besoin de vous. J'ai dit, OK. Et en 2 semaines, je me suis fait 4 fois ce que j'ai gagné en tant que téléconseiller. Et c'est comme ça a commencé. Okay. Donc, j'ai commencé à donner des cours dans cette école de commerce, chez Brook Academy. D'accord. Et après une très bonne année, deuxième année qui était très, 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 très fructueuse aussi, en termes d'implication, en termes d'amélioration même aussi, à mon niveau en tant qu'enseignant. Et le boss, il me demande, mais franchement, je suis satisfait de ce que tu as fait. Et quelles sont tes perspectives? J'ai dit, ben, ici, les cadres viennent étudier ici les soirs, après le boulot, les week-ends. Mais à ce que je sache, chez moi, il n'y en a pas. J'ai dit, donc, si on peut implémenter cette école en Guinée, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui ont le besoin de perfectionnement continu, mais qui n'ont ni l'espace, ni l'opportunité, à moins qu'ils ne voyagent. Okay. Et cela demande plus d'argent, plus de moyens, mais aussi beaucoup de sacrifices. Laisser sa famille derrière. C'est comme ça a commencé. Donc, 2009, je suis rentré pour explorer le terrain. 2010, l'école a été effectivement créée. Okay. Donc aujourd'hui, ça fait quoi, 15 ans que ça existe. D'accord. Et ça va. Et entre-temps, 2016 et 2010, 2012, je rencontre une merveilleuse compagnie dans le domaine du marketing relationnel. D'accord. Je me lance dans le marketing de réseau et je développe de belles équipes, un business florissant. Et puis, je prends passion de ce domaine-là aussi parce que après, c'était un champ d'application concret de tout ce que j'apprenais en termes de développement personnel. Je dis, c'est la meilleure école de développement personnel. Parce que le mindset, tout ce qu'on te dira par rapport au succès, il faut développer ces choses pour réussir dans ce domaine-là. Donc, ça s'est passé comme ça. Donc, il y a du monde qui nous suivait dans cette aventure. Et entre-temps, je rencontre un monsieur aussi passionné de la Guinée, passionné de l'Afrique, qui me dit, vous avez la capacité d'impacter les gens. Mettons en place une organisation, en plus de ce que vous faites au côté business, où nous puissions retourner à la société en termes d'impact. C'est là qu'est née la fondation. Et c'est là où la Fondation Afrique Émergente est née, dont la mission unique, c'est contribuer à l'éducation de la future génération de l'Afrique. C'est à travers, du coup, la Fondation Afrique Émergente que nous, on découvre toutes ces merveilles-là. Exactement, c'est à travers la Fondation Afrique Émergente. Et je me rappelle d'une anecdote, de quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas si tu te rends compte, tu te rappelles. J'ai un ami, Monsieur Sankon. Sankon. Et quand tu venais à la Fondation Afrique Émergente, oui. Et une fois, tu as eu l'opportunité... Il est de teint clair un peu ou pas? Bon, il est à peu près comme moi. D'accord. Tu as eu l'opportunité de partager des enseignements avec le public. Okay. Tu as préparé quelque chose, tu as intervenu. Il t'a pris de côté et te dit, si tu continues, tu vas impacter plus de personnes. Et tu as de l'avenir dans ce domaine-là. C'était l'une des premières personnes qui m'a dit ça. Il t'a dit ça, et l'autre fois, on a rigolé encore, comme pour dire que rien que ce mot-là, rien que ces phrases, ça peut créer quelque chose. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Lui, c'était l'une des premières personnes qui m'a dit quelque chose. Mais j'aimerais bien le rencontrer. Ah ben, quand on sera en Guinée, ou quand tu seras en Guinée, tu me dis. J'aimerais bien le je rencontrer. te donnerai son contact. Parce que j'ai eu un deuxième monsieur aussi. On avait organisé un truc à Koya. Ok. Et une conférence où tu n'as pas pu venir d'ailleurs. Ouais. Et il y a un monsieur aussi qui est apparu de nulle part ce jour-là, dans le public. Parce que finalement, comme les invités n'étaient pas venus,
avec Fodé, on était obligé de tenir la conférence. Donc à la base, on était même modérateur. On n'était même pas censé faire conférence. Ouais. Et dans cette préparation, finalement, les invités sont pas là. Donc on était obligé de donner quelque chose au public. Ok. C'est là, en 15 minutes, on concocte quelque chose Ouais. et on prend la parole. Ah ouais. Et on tient la conférence. Mais à la fin, du coup, de cette prise de parole-là, il y a un monsieur aussi qui apparaît de nulle part comme ça Ouais. et qui me dit, mon petit, je me rappelle des phrases, hein. Mhm. Il te connaissait aussi. Ah, ok. Il me dit, si tu fais ce que tu viens de faire là, en une année, tu risques de dépasser ton coach. Tu as vu? Tu as vu? Et cette phrase-là, je ne l'ai jamais oubliée. Ouais. J'ai encore on va dire, une sorte de physionomie du visage de ce monsieur. Il était un peu plus âgé. Et c'est des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a vu ou est-ce que c'est parce qu'il le dit que tu le crois finalement, ça crée quelque chose? Honnêtement, moi, je pense que la nature est mystère. Pour moi, quand je parle de mystère, il y a le langage des signes. Tu vois, tu peux voir en moi ce que moi-même je ne vois pas. C'est de l'intuition, c'est du pressentiment, je sais pas c'est quoi. Mais pour ceux qui sont des croyants, Dieu ne descend jamais pour dire des choses ou faire des choses. Il passe par des gens. Il passe par ces instruments, ça peut être des êtres humains. Donc, ce ressenti que ces messieurs ont eu face à ta prestation, c'est un message. C'est parti d'où on ne sait pas. Mais c'est pas anodin, c'est pas à négliger. Et c'est pourquoi ça m'amène à cette règle-là. Tant que tu peux dire le bien que tu vois en quelqu'un, il faut le dire. Parce que le seul mot que tu vas l'adresser peut changer sa vie à jamais. Ça peut être le facteur qui provoque le déclic. Je suis totalement d'accord. Je pense que tu connais cette petite histoire de celui qui a inventé l'ampoule électrique, Thomas Edison, qui était très nul en classe quand on l'a inscrit quand il était très jeune. Très, très nul, limite stupide. Et on l'a renvoyé de l'école. On a dit à sa mère, ils ont fait une lettre qu'on a adressée à sa mère, donc on l'a renvoyé. On a dit, ton enfant, on a vu des étudiants, des élèves têtus, mais ton enfant est à un autre niveau. Il est vraiment bête, il n'est pas fait pour étudier. Il va rester à la maison. Nous, on ne peut pas l'avoir ici. Et donc, on lui donne la lettre, on dit, va remettre ça à ta mère. Il rentre à la maison, il donne la lettre à sa mère. Et sa mère lit la lettre, elle pleure. Elle est en larmes. Et son fils est à côté. Il dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, on m'a adressé cette lettre, apparemment, tu es beaucoup trop intelligent, tu es un génie. Et toi, ils ne peuvent pas t'enseigner parce qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances pour t'avoir en classe. Cette histoire, je ne la connaissais pas. J'ai appris cette histoire de Thomas Edison. Et du coup, sa mère aménage le sous-sol pour lui laisser étudier en bas. Donc, le suivait comme ça et le laisser dans son imagination parce qu'il avait une imagination beaucoup trop développée. Cette créativité, c'était un génie, mais on ne voyait pas. Donc, sa mère lui a laissé cet espace-là. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'il allait devenir, mais elle lui a protégé en ne disant jamais qu'est-ce qui était écrit dans cette lettre-là. C'est plus tard, quand il grandit, il devient le génie que tout le monde connaît et sa mère décède. Et pour arranger la maison de sa mère, là où lui, il a grandi, il fouille des affaires et là, il tombe sur cette lettre-là. Il se rappelle que c'est lui qui a amené cette lettre à la maison et il ouvre la lettre. Finalement, il voit écrit dedans, votre fils est têtu. On ne peut pas l'avoir ici, ainsi de suite. Tout ça pour dire que une phrase dit de la manière, peu importe, peut transformer la vie d'un individu à jamais. Parce que si sa mère lui avait dit, à l'époque, apparemment tu es têtu, on ne peut pas t'avoir, tu es trop bête, ainsi de suite, il n'aurait jamais cru en ce génie qui est en lui et d'inventer ces ampoules électriques pour nous. Et honnêtement, ça nous oblige à lancer un message très fort à ceux qui nous suivent. C'est de bien surveiller ce qu'on dit à nos enfants ou à d'autres personnes. Parce qu'on peut construire par la parole, on peut détruire par la parole. Et il y a d'autres histoires qui s'apparentent à ça. Tu connais Richard Branson? Oui. L'un des hommes d'affaires les plus prospères au monde. C'est jusqu'à 15 ans, il ne pouvait pas écrire. Ok. Il ne pouvait même pas lire correctement. Jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans. Moi, je pensais que c'était 13 ans hier. Je suivais une de ses vidéos. Hier, il parlait un peu du succès. Hier, lui-même, il dit, jusqu'à 15 ans, il ne pouvait pas écrire. Ça a été un obstacle. Ok. Mais ça ne lui a pas empêché de devenir l'un des hommes les plus riches au monde, les plus prospères, l'un des génies en matière de business. Certainement, tu as connu aussi Les Brown.
un des grands conférenciers. Que j'adore. J'ai euh, beaucoup appris de lui. Ah ben super, il est très J'ai beaucoup bien. appris de lui. Et Les Brown, il n'était pas du tout brillant à l'école. Et en 11e année, l'équivalent de seconde ici, en France, toujours en classe, il s'asseyait derrière parce que il était diagnostiqué d'une maladie Mentalement en retard, quoi. en retard. Et donc, il était à la rusée des autres enfants. Harcèlement et Harcèlement, moquerie, tout ça. Et un jour, un professeur dit, laisse, passe au tableau pour résoudre un problème. Il dit ça, I'm sorry, I can't. Monsieur, je suis désolé, je ne peux pas. Pourquoi? Il dit parce que en fait, je ne suis pas comme les autres. Voilà, je suis malade et ainsi de suite. Il le dit une deuxième, passe au tableau pour une deuxième fois. Il dit ça, I'm sorry, I can't. 3 fois, ça, I'm sorry, I can't. Il donne la même raison que lui, il est malade, ainsi de suite. Qu'il est mentalement en retard. Ouais, en retard. Le monsieur s'est levé, il est venu vers lui. Il dit, don't let someone else's opinion become your reality. Ne laisse jamais l'opinion de quelqu'un d'autre devenir ta réalité. À moins que cette opinion-là te propulse vers l'excellence. J'adore cette histoire en plus. Et c'est à partir de là le déclic. Aujourd'hui, il fait partie du top 10 des meilleurs conférenciers au monde. Pour moi, c'est le top 3, quoi. Ah non, mais il est hyper puissant. J'adore l'esprit. Il a un peu vieilli, mais il continue d'exercer. Mais imagine s'il n'avait pas eu ce déclic-là. Un génie allait sombrer comme ça. Et c'est pourquoi j'aime cette anecdote qui dit que, cette métaphore, j'allais dire, qui dit que l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Parce que le nombre de génies qui se retrouvent dans ce trou-là, qui n'ont pas eu l'opportunité d'être exploités, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme, tu vois. C'est pourquoi nous autres, tant qu'on peut dire des choses qui valorisent nos enfants, qui valorisent les autres, qui poussent les autres à se voir au-delà de ce qu'eux-mêmes ils n'imaginent, je vous assure, on construit le monde. Je suis d'accord. On construit le monde. C'est puissant, Et ça, c'est un message très important. Des fois, par bonne volonté, il y a des parents même qui poussent l'enfant à l'autodérision. Ah, toi, tu vaux rien. Mais quand on dit ça à un enfant, un parent dit ça à son enfant, et l'homme ou la femme la plus puissante, l'homme le plus puissant pour un enfant, c'est son père et sa maman. Qui dit qu'il ne vaut rien, il finira par croire qu'il ne vaut rien. Et ça devient un élément caractéristique de son subconscient. Et à partir de ce moment-là, ça va conditionner sa réalité. C'est son pilote. Ah, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. C'est assez puissant ce qu'on partage là. Merci pour l'histoire. Oh, merci à toi aussi, j'apprends beaucoup. Donc, on est à l'école ici. Ah non, franchement. et du coup, ça nous ramène des choses. Exactement, ça rappelle des souvenirs et ça rappelle des anecdotes. Donc, merci pour tout ce que tu partages. Ensuite, toi, tu as embrassé le développement personnel, tu en as fait une mission. C'était quoi le moteur principal qui te guidait dans la mise en place de tout ce que tu faisais? Parce que on était quand même dans un pays, on va le dire les termes, dans un pays modeste, pauvre. Et tu étais quand même dans cette mission de donner, de partager, à organiser chaque week-end des classes de leadership. Moi, tu étais mon prof de marketing aussi. Ça, on l'a pas signalé. Oui, à l'université, ouais. Tu étais mon prof de marketing. Et c'est suite à l'université, finalement, qu'on reçoit peut-être une invitation de toi. Je vous ai invité. Exactement, pour aller participer à ce qui se passait là-bas. Donc, on est arrivé. C'était quoi? Qu'est-ce qui te guidait un peu dans cette motivation-là? Vous étiez combien dans la salle? Plus de 100 personnes. Vous étiez nombreux. Plus de 200 personnes. Plus de 200 personnes dans la salle. Et j'ai invité tout le monde à la classe de leadership et de citoyenneté active, organisée chaque vendredi par la Fondation Afrique Émergente. Combien sont venus? Même pas 10 personnes. Ouais, je pense, Je dirais même pas 5 personnes. Je pense que ceux qui sont venus et que je peux reconnaître aujourd'hui, c'est toi et Fodé et qui fait aussi de très belles choses. Ouais. On est venu en moto même, je me rappelle. Ah ouais, vous êtes venu en moto. Et puis après, combien de personnes étaient présentes ce jour-là et combien aujourd'hui étaient à l'époque inspirés, motivés, ont pris des résolutions, mais qui continuent à maintenir le cap. C'est malheureusement la règle de la nature, c'est comme ça. Pas beaucoup. Okay? Et quelle leçon du coup tu tires de... Bon, c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure. Ouais, c'est ce qu'on a dit là. Et effectivement, qu'est-ce qui m'a amené à tout ça? Le moteur principal, carrément, c'est ce qui fait que tu fais chaque semaine autant de production pour le monde. En fait, tu es connecté au sens, à ta mission de vie. Lorsque ce que tu fais est en phase avec tes aspirations les plus profondes, lorsque le pourquoi
de ce que tu fais est clair, je vous assure, le travail devient un jeu. Tu travailles plus. C'est une passion. Tu vois? Et l'une des questions fondamentales qu'on doit se poser, c'est justement ça. Pourquoi je fais ce que je fais? Quand on a la conscience de pourquoi, je vous assure, les sacrifices ne sont plus douloureux. Donc, tu adhères aussi à cette philosophie qui dit que pour accomplir de grandes choses dans la vie, il faut se connecter à son pourquoi, à la raison. Absolument. Okay. Absolument. Pour moi, c'est la base. Okay. Et je pense que la chance d'avoir identifié mon pourquoi, le sens de ma vie à travers justement mon contact ou mes contacts avec Tony, Stephen Covey, ou surtout l'expérience de Stephen Covey du scénario de la fin de la vie. Oui. Et je pense qu'à partir de là, tout ce que je dois toucher, il faut que je m'assure que ça concourt à donner vie à ce pourquoi-là, à ce sens. Ok. C'est assez pertinent. Et dans ta quête, tu as accompagné des tas de personnes, je sais, tu as accompagné des jeunes, tu as fait des formations et tout. Et plus tard, tu étais beaucoup plus spécialisé auprès des entreprises, à accompagner des entreprises, ainsi de suite. Et quand tu vas dans une entreprise pour accompagner des gens, selon toi, sur quel facteur une équipe ou un leader devrait s'appuyer pour élever un petit peu son équipe et aller chercher plus de chiffres? Ouais, justement, j'accompagne des grandes sociétés en Guinée, les équipes commerciales, les managers et autres. Pour moi, c'est le facteur humain. Ok. Rien d'autre, le facteur humain. C'est pourquoi mes interventions sont centrées sur le facteur humain. Parce que 80% pour moi de la performance, ça vient de l'homme. Je veux dire, des hommes et des femmes qui sont impliqués dans le travail. Tu vois? Et je sais pas si tu as lu ce livre-là, Le Manager Minute, Ken Blanchard. Oui. Il y a une métaphore dedans où l'homme est considéré comme un iceberg. Et 80% du volume de l'iceberg, c'est en profondeur, c'est immergé dans l'eau. On ne voit que 20% du volume de l'iceberg. Ok, les 80%, ça représente quoi? Ça représente ce que ton CV dit de toi. Ça représente tes compétences, le savoir acquis, le savoir-faire développé. Mais les 20%, ça c'est les 20%. Les 20%, j'allais dire, c'est ce que tu sais, ainsi de suite. Les 80% qu'on ne voit pas, mais plus important, c'est ton tempérament, ton caractère, ton sens de leadership, c'est ton savoir-être. Donc, si la compétence est composée du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, le savoir-être représente 80%. Parce qu'aujourd'hui, à compétence égale, techniquement parlant, qui va connaître une ascension? À qui on va confier plus de responsabilités? Celui qui sait être, du coup. C'est celui qui a ce sens de leadership, qui a ce savoir-être bien développé. Et c'est pourquoi, justement, dans mes interventions, je me suis beaucoup plus spécialisé sur le développement du potentiel humain. Ceci est une vérité pour les entreprises, la société dans sa globalité. Quand tu prends l'échelle d'une nation, pour développer une nation, il faut que les hommes et les femmes, donc les citoyens et citoyennes, puissent être, en termes de savoir-être, à la hauteur des défis de ce pays-là. Donc pour moi, le capital humain reste l'élément essentiel sur lequel il faut investir. Maintenant, les autres éléments sont importants, mais quel que soit le niveau de développement des autres facteurs, si le capital humain n'est pas à la hauteur, c'est de la gâchis. Je suis totalement d'accord. C'est pour ça que j'aime souvent répéter cette phrase qui dit que développer un pays, ça ne passe pas forcément par le développement ou la construction des infrastructures, des routes, des hôpitaux. Tout ça, c'est possible. Ou même des routes et tout ça. Développer un pays, ça passe particulièrement par le développement des ressources humaines qui composent ce pays. Tout à fait, J'aime bien donner cette anecdote-là. Souvent, les gens vont souvent avoir tendance à dire, ouais, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ça. Mais la première chose à faire, c'est de faire en sorte que les humains qui vont composer cette route-là soient développés. On va supposer dans notre pays, la Guinée, tu vas prendre une voiture qui est censée normalement porter 1 tonne. 1 tonne seulement de bagages. Le chauffeur, tu vas lui dire c'est 1 tonne, mais il va charger 4 tonnes sur la voiture. Si tu fais des routes et que sur une route où on devait faire 1 tonne, il y a 4 tonnes qui roulent là-dessus, c'est normal que cette route-là soit dégradée plus tard ou pas. Absolument, Donc finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de faire des routes sans commencer par préparer le mindset des gens qui vont consommer? C'est un peu ça. Deuxièmement, quand tu dis par exemple à quelqu'un, ne mets pas ces 4 tonnes-là sur la voiture, lui il pense uniquement à son intérêt, l'argent. Ah, je manque d'argent, ainsi de suite. Mais il oublie qu'il met en danger la vie de toutes ces personnes qui sont dans cette voiture. Tout à fait. J'ai vu des voitures, même récemment, j'étais encore en Guinée il y a 1 semaine, et je vois une voiture, c'est tellement chargé que limite, tu penses que les 2 roues de ce côté-là vont se décoller. Parce qu'il est incliné comme ça.
Et c'est tellement chargé que même lui, il a du mal à bien prendre la direction. Donc, il roule au milieu limite. C'est risqué. Finalement, il prend quelqu'un sur le chemin. On va dire, ah, Dieu a voulu ça. Je pense que Dieu n'a pas vraiment voulu ça, mais parce que le mindset n'est pas vraiment développé sur ce coup-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, je pense, aujourd'hui... Et si tu permets, je voulais revenir sur un élément que tu as souligné un peu plus tôt, moi qui est très important, on est passé dessus, et le message par rapport à lancer aux parents. Quand on prend un enfant, un être humain, par le passé, on pensait que l'intelligence se limitait au quotient intellectuel. Non. Quelqu'un peut intellectuellement, le quotient intellectuel est faible, mais émotionnellement, il est très intelligent. Spirituellement, il est très élevé. Physiquement, il a une dextérité physique hors norme. Donc, un enfant peut ne pas être brillant sur le plan intellectuel, mais son intelligence se situe ailleurs. Et c'est pourquoi il ne faut pas résumer l'intelligence là. Il faut observer. Non, je suis totalement savoir identifier le point fort de quelqu'un et l'exploiter au mieux. Ah bah Jazz, dès que tu le vois, oui, je suis d'accord. Et ne pas mettre tous les enfants dans le même panier. Absolument, c'est une erreur. Albert Einstein le dit si bien, tout le monde est un génie. Mais quand tu juges un poisson par sa capacité à grimper un arbre, il va passer toute sa vie à croire qu'il est stupide. Mais mets-le dans l'eau et tu verras de quoi il est capable. Et c'est ce que je dis souvent, moi je n'ai absolument rien du tout contre le système éducatif, mais les gens ont souvent eu tendance à dire ah mais qu'est-ce que lui il est contre le système ainsi de suite. Non, personnellement je fais des études aussi, je fais une licence, deux licences, un master ainsi de suite. Mais là où je blâme un peu le système, c'est quand on met tout le monde dans un même panier. Et voir des gens qui sont déprimés, mal, uniquement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des bonnes notes autant que les autres, alors qu'ils sont juste pas dans leur domaine de génie. Mais s'il est bon au foot, mais peut-être que si tu lui mets en classe, par sa capacité à avoir 20 sur 20, il va se sentir stupide. Mais aujourd'hui, il est millionnaire parce qu'il est dans son domaine de génie. Et moi, j'avais un exemple comme ça d'un ami à moi, quand on était au collège. Il était tellement têtu en classe que le prof il faisait une blague en disant que il est tellement têtu que tu peux prendre le cours, tu mets dans une balle, tu tires ici et ça rentre pas, ça va ressortir de l'autre côté. Tellement il était têtu en classe. Mais ça c'était en classe, tout le monde se moquait de lui. Il était harcelé, limite l'endroit où il se sent le plus mal c'était en classe. Mais c'est parce qu'il n'était juste pas dans son élément. Lui plus tard, il est devenu aujourd'hui l'un des plus grands commerçants, c'est-à-dire venir en France ou aller aux États-Unis, c'est comme ça pour lui. Et il gère l'un des plus grands commerces du quartier là-bas. Il passe de boutique en boutique, de boutique en boutique, de boutique, ainsi de suite. Donc finalement, quelqu'un qui était nul en classe est excellent dans le commerce. Il sait comment s'en sortir alors que le premier de la classe peut-être est encore en train de déposer ses CV dans certains endroits pour faire encore le stage. Donc c'est pour ça on dit, faut pas forcément juger. Je reviens totalement ce qu'on dit. Heureusement que la maman de Edison a eu l'intelligence de dire que la lettre contenait le fait que tu es hyper brillant, tu es un génie. Sinon c'est un génie qui partait et peut-être qu'on serait privé de tout ça. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Et si je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ce développement du capital humain, aujourd'hui, je sais que tu œuvres beaucoup aussi dans le développement de la citoyenneté active, ainsi de suite, pour l'Afrique, parce que c'est ça d'ailleurs la Fondation Afrique émergente. Tout à fait, Selon toi, aujourd'hui, concrètement, sur quoi on devrait s'appuyer pour élever ce continent? Mobiliser l'engagement citoyen, mobiliser également le leadership responsable. Comment concrètement? Aussi bien au niveau de ceux qui dirigent, mais ceux qui sont dirigés aussi. En fait, les valeurs de la société, de la collectivité doivent être au cœur du système éducatif. Encore, ça revient sur ce facteur éducation. Il faut éduquer le peuple et de manière à ancrer en chacun les valeurs de la société, les valeurs qui pourront faire émerger la société et faire en sorte que chacun incarne ses valeurs au quotidien. Un enseignant qui est en classe, qu'il incarne la citoyenneté de façon active en enseignant, avec tout ce que cela implique en termes de probité intellectuelle, en termes de probité morale, en termes d'intégrité et d'éthique. Quelqu'un qui est un commerçant, un entrepreneur donc, et en faisant son activité entrepreneuriale, qu'il le fasse également en incarnant cette citoyenneté active. Pour moi, dont la signification, c'est être utile aux autres, à la société, par ce qu'on fait.
Ok. Vous voyez, que ce que nous faisons, que nous le fassions avec hein, ce souci d'être des modèles de citoyens dans ce que nous faisons. Et quand on se retrouve un chef d'État, par exemple, qu'on exerce son métier, sa fonction en incarnant cette citoyenneté active et ce leadership responsable. Pour moi, toutes les composantes de la société Mhm. doivent incarner l'idéal d'une société qui progresse, d'une société euh, de bien-être pour Ok, tous. j'entends bien cela, mais est-ce que selon toi, finalement, ça c'est une action qui devrait être menée individuellement par chaque citoyen, ou plutôt ça devrait être une mission de ceux qui dirigent d'instaurer ça un petit peu dans Je leur pense que gouvernance? ceux qui dirigent peuvent créer cet environnement-là, c'est de leur responsabilité, mais aussi en tant qu'individu, on peut faire toujours quelque chose. Comme le dit quelque chose, comme le dit quelqu'un, ne demande pas toujours ce que ton pays va faire pour toi, mais ce que toi aussi tu peux apporter à ton Abraham pays. Tu Lincoln, vois, ouais. chacun à son niveau peut faire quelque chose qui puisse être utile à l'ensemble de la société. Pour moi, c'est de cela il s'agit. Ne serait-ce que le fait de se mobiliser pour, n'est-ce pas, euh, éduquer des Mhm, gens dans le bon sens, ou nettoyer, ainsi de suite. mhm, Chacun peut un peu. C'est ce qu'on a essayé de faire au niveau de la Fondation Afrique Émergente. On s'est dit, ben, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans nos initiatives citoyennes, mais bon, on a choisi l'éducation. ok. On s'est dit que, bon, si on peut contribuer à éduquer la future génération de leaders, et comment, il y a beaucoup de choses qu'on peut inculquer à cette future génération, mais Mhm, nous, on a choisi le développement personnel pour justement travailler le mindset, inculquer les principes de succès, amener les gens à se découvrir et à donner un sens à leur vie à travers le développement du leadership mhm. transformateur, à travers la citoyenneté active, engager les gens dans des actions de changement dans la société. Pour moi, et aussi l'entrepreneuriat, pousser les gens à ne pas attendre l'État, mais créer des initiatives qui peuvent justement aider le pays ou le continent. Pour moi, chacun peut un peu, Apporter quelque chose. quel que soit ce qu'on fait, que ce soit en tant que fonctionnaire, en tant qu'entrepreneur, en tant que cadre dans le privé, Mhm. même dans une société privée, quand on est à son poste et qu'on reçoit le client, l'esprit avec lequel on sert le client dit qu'on est un bon citoyen ou pas. Donc, on Hmm. doit avoir ce souci Ce sens de la citoyenneté active, du coup. du service à rendre. Ok, J'appelle ça le leadership serviteur à tous les niveaux. ok, c'est assez Donc, c'est une intéressant. question de responsabilité collective. Hmm, Il ne faut hmm. pas se situer à un seul niveau. Tout le monde a une part de responsabilité à assumer. Ça, c'est intéressant Mais et bien entendu, ceux qui ont euh, la responsabilité de gérer les affaires publiques, mhm. justement, doivent créer par des politiques publiques appropriées un environnement propice. Mais chaque citoyen est responsable. Ça marche. Et merci pour ce que tu partages. Et je tiens à faire une petite dédicace aussi à quelqu'un aussi que tu as, Mhm, à qui tu as, on va dire, ajouté une bonne graine mhm. dans tout ce qui devient. Ouais. C'est Doré, je pense que tu connais. Oui, quelle fin la durée, ouais. Kerfara Doré Ouais. qui a mis sa coopérative en place. Ouais. Et très récemment, je l'ai vu avec Black M parce qu'on avait fait une interview, lui et moi. Mhm. J'ai fait une interview aussi avec Black M et je pense qu'à travers cette connexion-là, Ouais. les deux ont peut-être essayé de mettre quelque chose en place dans le sens du nettoyage, de la collecte des déchets et tout ça. Donc Mhm. lui aussi, c'est quelqu'un dont personnellement de loin, je suis assez fier de voir tout ce qu'il met en place dans sa coopérative, quelqu'un de très persévérant aussi. Donc très admiratif si tu vois ce podcast, continue le combat que tu es en train de mettre. Et je pense qu'ils le disent ou pas, je pense qu'il le dit déjà, mais on est tous là pour aussi te retourner ce merci-là parce qu'il était souvent là aussi Ouais. dans le place de leadership. Ouais. Ouais, merci pour cette gratitude. Mais honnêtement, ce qui est plus important, tu vois, c'est l'impact. Mhm, J'ai rencontré des aînés mhm, quand j'étais fraîchement à l'université, originaires de la ville où j'ai fait mon lycée, Bokeh. ok. Et je me rappelle quand on était au lycée, pendant les vacances, ils étaient à l'université, ils s'organisaient pour venir nous appuyer, nous donner des cours de vacances, ainsi de suite, pour nous préparer à la réussite pour aller à l'université. Quand nous aussi on était à l'université, Mhm, on était impliqués dans des initiatives pour revenir aider d'autres. Pour moi, c'est une chaîne en fait. Donc, il faut vraiment pas négliger le pouvoir de l'impact d'un individu, du partage aussi. du partage surtout. Hmm, Aujourd'hui, certes, vous exprimez cette gratitude à mon égard, mais Dieu seul sait combien de personnes vous avez impacté. hmm, Peut-être beaucoup plus que je l'ai fait. mhm, mhm. Et c'est pour moi, c'est ça le progrès.
Et ça rejoint Nelson Mandela qui dit que notre mission sur cette terre, c'est de devenir une source de lumière. Ouais. D'abord, trouver notre lumière Ouais. et ensuite devenir à notre tour une source de lumière pour Ouais. des dizaines, des centaines, Ouais. voire des milliers Ouais. de personnes. Et si chacun s'engage un petit peu dans cette mission-là, je pense qu'on peut changer Non, ce mais monde-là. carrément, mon cher ami, honnêtement, est-ce que le soleil s'éclaire lui-même? Il éclaire le monde. Il éclaire le monde. Les fleuves ne boivent pas de leurs eaux. La fleur ne répand pas son odeur sur elle-même. Le savon ne se lave Soyons pas. une bénédiction pour les autres. C'est C'est ça magnifique. ce qu'on a choisi de faire. C'est magnifique, c'est magnifique. En tout cas, merci pour ce partage-là. Franchement. Et aujourd'hui, Moussa Bérété, Hmm. je sais qu'il y a beaucoup de projets que tu entreprends aussi, qui arrivent dans le futur. Ouais. Si aujourd'hui tu as la main mise, tu as le pouvoir, entre guillemets, un pouvoir quelconque, sur quoi ou quelle action tu mettrais en place aujourd'hui pour cette jeunesse pour laquelle tu t'es toujours battu, tu as toujours posé des actions, quoi. Ouais. Il y a une sagesse chinoise qui dit que quand ton projet porte sur un an, Mhm. il faut s'aimer une graine. Oui. Si ça porte sur 10 ans, il faut planter un arbre. Si ça porte sur un siècle, 100 ans, il faut éduquer un peuple. Pour moi, encore une fois, les actions seront centrées sur l'éducation. Ce qu'on fait, si on peut le faire à une échelle encore un peu plus grande, c'est ce qu'on va essayer de faire. Le Oui. capital humain, sans négliger d'autres facteurs autour, mais tout doit tourner autour du capital humain. Et souvent, c'est des choses qui se font dans le long terme, des actions dans le court terme, mais les conséquences positives, c'est dans le long terme. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Je suis totalement d'accord et je te rejoins aussi sur cette mission-là. Récemment, j'ai fait, on va dire, une grande conférence en Guinée qu'on appelait les concerts éducatifs. Ah oui, où tu n'as pas pu j'ai pas être là. pu, effectivement, mais j'ai suivi Ouais, de loin. Ouais. j'espère les prochains. Ah, Mais j'espère bien. Le but dans tout ce qu'on met en place, parce que souvent, moi, je reçois des messages en mode, si tu as vraiment envie d'aider les jeunes, alors pourquoi tu ne le fais pas gratuitement? C'est souvent, je reçois, pourquoi tu fais pas gratuitement? Mais les gens oublient une chose, c'est que organiser une conférence, ça demande des coûts. Ça, c'est une première chose. Donc, je préfère peut-être devenir ce que j'ai besoin de devenir. Et une fois que j'ai atteint un certain niveau, peut-être, j'arriverai peut-être à prendre un stade en entier, financer tout à mes fonds, et peut-être réunir des milliers de jeunes pour faire une conférence, transmettre ce savoir-là. Ça, c'est une mission qui me vient en tête parce que toujours ce capital humain-là, et si j'ai envie aujourd'hui d'aider ou d'investir dans quelque chose, ça serait dans cela. Et ça arrive, c'est vraiment dans la tête pour plus tard. Et la deuxième chose, je pense que c'est pas vraiment raisonnable aujourd'hui tout de suite de faire des événements gratuits. Pourquoi? Quand tu as payé ta formation pour aller te former, tu es 2 fois plus régulier, 2 fois plus concentré en classe que si on t'a forcé à venir là gratuitement. Donc, une conférence où j'ai payé mon argent, je suis 2 fois plus attentionné à prendre l'information que si, entre guillemets, on m'a offert ça gratuitement, parce que quand c'est gratuit, on n'accorde pas finalement de l'importance. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour rappeler un petit peu le pourquoi on n'est pas encore au stade de... On n'a pas encore la main mise sur certaines choses pour se permettre de faire certaines choses à un certain échelle. Non, mais carrément, honnêtement, je suis désolé de le dire, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui pensent que les gens doivent donner leur expertise gratuitement. C'est pas raisonnable et ce n'est même pas une base de développement individuel et collectif. Moi, je suis pour le fait que quelqu'un développe des compétences et à travers ses compétences ou à travers sa créativité, apporte de la valeur aux gens. Donc, change la vie des gens d'une certaine manière ou améliore la qualité de leur vie par leur service, par leur expertise ou autre. Et qu'en retour, la personne puisse être rémunérée pour ça et avoir les moyens de continuer à faire la même chose avec plus d'impact. C'est la mentalité anglo-saxonne. Je suis désolé de le dire, mais nous, les francophones, on n'est pas très à l'aise avec l'argent. Et pour moi, c'est problématique. Ça mine notre société. Tu peux voir aujourd'hui, en Guinée, que je connais bien, quand on met en place une association, tout le monde attend à ce que l'association leur donne de l'argent. En réalité, on se met en association, on doit contribuer en temps, en énergie et en argent pour permettre à l'association de faire ce qu'elle a envie de faire. Normalement, pour lui donner plus de force. C'est de cela qu'il s'agit. Donald Trump,
président des États-Unis aujourd'hui, sa campagne multimilliardaire, est-ce qu'il a pris ses milliards pour faire la campagne? Il est dans une structure politique et l'ensemble de ceux qui sont d'accord avec lui ont mis de l'argent en place pour lui permettre d'être président des États-Unis. Il faut qu'on développe ce paradigme. Cet enseignant-là qui a suivi le cursus pour devenir un enseignant doit vivre décemment de son métier d'enseignant. Je suis d'accord. Karamo, ce coach, ce conférencier qui donne des contenus, des valeurs, qui aide les gens. Mon cher, je rencontre des gens pour avoir participé à nos séminaires qui ont pu décrocher après des marchés des millions de dollars. Beaucoup sont beaucoup plus riches que moi. Mais le déclic est parti de là. Et c'est quelque chose peut-être qui coûtait moins de 30 €, la participation. Il faut que ce paradigme change. Quelqu'un qui me dit ça, je te pose une question. Ok, demain tu as une expertise. Tu veux que je te donne gratuitement. Demain tu as une expertise. Tu voudrais partager, tu veux donner ça, ne pas pouvoir vivre dignement de ton métier. Pour moi, la société ne doit pas se reposer sur le paradigme de la mendicité inconsciente. On se sent à l'aise lorsqu'on prend, on donne. Non. Je suis totalement d'accord. Je rejoins totalement ce que tu dis. Et si je dois rajouter... Tu fais ça dans le monde anglo-saxon, il te dit, mais je n'ai rien fait pour que tu me donnes. Donc, mon frère, il faut même pas accompagner ces réflexions pareilles. Bon, peut-être que ça sera accompagné peut-être un jour. Et ce que tu as dit, tu as raison. Ce que tu as dit, tu as raison. Et ce que tu as dit, tu as raison, Karamo. On peut pas se le permettre aujourd'hui. Peut-être à l'échelle où tu as le pouvoir, où tu peux te permettre, parce que Non, ça c'est autre chose. Dans ça, une association, une fondation, mais pour faire ce que la fondation fait, va lever des fonds pour pouvoir le faire aussi. Il faut devenir puissant pour apporter... Et même, pour rejoindre un peu ce que tu dis, Donald Trump, qui est président aujourd'hui, je lis dans son livre, je pense, il a écrit un livre il a co-écrit un livre avec Robert Kiyosaki. Why We Want You to Be Rich. Ouais, ce livre-là. Je l'ai pas lu. Et du coup, dans ce livre-là, il raconte comment quelqu'un lui a payé $1 million pour intervenir dans une conférence. $1 million. C'est quand même Donald Trump. Il est déjà normalement hyper riche, mais pour partager son expertise, il valorise son temps et son expérience et son expertise. Donc, je suis totalement d'accord avec cette philosophie qui rejoint le fait que dans la francophonie, on est toujours à la recherche de cette gratuité, mais c'est pas seulement la recherche de gratuité. Je pense que c'est aussi une question de priorité. Je suis d'accord. C'est-à-dire, pour une conférence que tu vas organiser, une personne lambda va te dire, ouais, mais si tu veux nous aider, pourquoi tu ne fais pas gratuitement? Mais tu amènes un artiste qui va juste crier dans ses oreilles, qui va faire son concert. Cet artiste vient, il va dire, si toi, ta conférence était, supposons, 30 €, l'artiste va dire, lui, sa place est 300 €. Ce même monsieur qui t'a dit de faire ton truc gratuitement, il va aller chercher les 300 €, il va venir s'asseoir, il va acheter une bière ou acheter une table, prendre une table VIP pour une petite go qu'il veut convaincre, ainsi de suite. Là, il trouve raisonnable qu'il se divertisse, mais qu'il paye énormément d'argent pour ça. Mais pour se former, pour s'élever, il n'a pas envie de mettre de l'argent dedans. Donc, c'est aussi une question de priorité. Absolument, je suis tout à fait aligné. Une question de parce que la même personne, on parle pas d'une personne autre, non, la même personne est prête à mettre de l'argent ici, mais pour son éducation, ça, il pense qu'il faut aller gratuitement sur ce coup-là. Et il ignore que la base fondamentale de son élévation, c'est dans son éducation. Parce que plus tu sais, plus tu es. Absolument. Le savoir-être, et plus tu es, plus finalement tu peux acquérir, avoir de l'argent. Et une erreur que je commettais au début, j'ai fixé un tarif très bas de participation à mes séminaires et pensant que ça va attirer plus de monde. C'était le contraire. C'était le contraire. Plus c'était un peu plus cher, plus la sélection était bien faite et ça attirait le monde. Psychologiquement, c'est pas faux. Mais bon, après, tu as raison. Et après, quand on a payé quelque chose, on valorise mieux la chose. Tu sais, on va justement revenir sur ta participation. Déjà, je reviens un peu sur ça. On va poser un peu la balle. Tu as participé au UPW de Tony Robbins, je sais pas, une fois ou deux, mais une fois. En quelle année et qu'est-ce qui t'amène là? C'est quoi là? En 2015. Parce que c'est quand même quelque chose d'important et on a la chance finalement. Moi, j'ai de la gratitude de partager ça avec toi. En 2015, c'est vrai. Ouais, 2015 avec toi parce que j'ai vu l'expérience. Et je me rappelle, tu me disais que s'il y avait un programme sur les États-Unis, on pouvait suivre ensemble. Et bon, après toi aussi, tu as eu l'opportunité de suivre en Europe. C'est ça, j'ai vu ça à Cologne. Alors, ce qui m'a amené à ça, déjà, quand j'ai lu le livre,
Le pouvoir illimité en 2006, tout. Yeah. Dedans, il parle de l'expérience de la marche sur le feu. Yeah. Il parle de son séminaire UPW. Je me suis pris la promesse. Je me suis fait la promesse de participer un jour à ce séminaire-là. Le comment, je ne sais pas, parce que ça coûte quand même quelque chose. Ouais, c'est pas donné, ouais. C'est pas donné. Mais puisque les enseignements qui étaient en train de me conditionner me disent que qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu veux. Il faut savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux, le comment viendra après. Il y a pas besoin de savoir comment. Tu vois, le comment vient et mettre en action, le comment ça va se faire tout seul. Et je me suis dit, ce séminaire-là, je vais participer. C'est bien vrai que Tony, c'est quelqu'un qui a coaché des gars comme Bill Clinton, Donald Trump, ainsi de suite, des célébrités du monde entier. Mais je vais y aller. Comment, je ne sais pas. Et 2015, 2006, 2015, ça fait quoi? Ça fait 9 ans. 9 ans. 9 ans après, effectivement, je pouvais me le permettre. Et j'ai participé. Pour moi, c'était une consécration, c'était l'accomplissement de quelque chose. Mais au-delà de ça, c'était aussi une expérience très enrichissante parce qu'il y avait un avant UPW Et un après. un après UPW. J'imagine. Je vais ouvrir une parenthèse à ce niveau-là du sujet dont on parlait tout à l'heure. Tony Robbins, qui est respecté par le monde entier, qui impacte beaucoup de personnes. Tu sais qu'il y a ces coachings VIP, c'est pas moins d'1 million de dollars. Je sais. Je sais. Et l'ensemble de ces business font aujourd'hui plus de 7 milliards. Mais s'ils n'avaient pas cette capacité financière, cette capacité à générer autant d'argent, ils ne pouvaient pas continuer à avoir autant d'impact sur le monde. Et apprendre des... Donc, c'est pour dire aux gens que prenez vos tickets, achetez vos formations, ça y va dans votre développement personnel. Je suis totalement... C'est un investissement. C'est totalement d'accord. Pour exemple, l'événement de Tony, là on parle des événements à 30 $, ainsi de suite. Ouais. Participer à un événement de Tony, par exemple celui de Cologne, la place minimum, elle était à 1 000 €. Ouais. Et quand je te dis la place minimum, c'est qu'il y a 3 étages. Toi, tu es au 3e étage, tu ne peux même pas le voir. Tu vois quelqu'un de petit tout en bas, donc tu le vois sur un écran. Tu es quand même dans une salle, mais tu le vois sur un écran. Moi, j'avais Ultimate, donc j'étais quand même en bas. Mais ça coûtait quoi? 2 500 €. Et pour les 2 500 €, tu ne peux pas le serrer la main. Tu ne peux pas faire une photo avec lui. Ah oui, oui. Donc, finalement, tu te rends compte que à terme de formation, d'aller chercher le savoir sur les anglophones et les francophones, on est à un autre level. C'est un autre level. Et souvent, le travail est sérieusement fait à tel point qu'on sort avec quelque chose quand même. Je suis totalement d'accord. L'expérience, on sort avec rien à dire sur l'expérience. Si, c'est à refaire d'ailleurs. Il n'y a même pas si c'est à refaire. C'est à refaire. Absolument. Moi, je pense, cette année, j'ai pas pu. Je voulais encore y retourner. Mais j'avais un webinaire le même jour, le 7 septembre. Mais je pense que les prochaines années à venir, même s'il faut aller, tant qu'il est encore en forme, en vie, même d'autres personnes aussi, aller apprendre à la source, je pense que ça n'a pas de, ça n'a pas de fin. Donc, c'est un challenge quand j'ai lu le bouquin et puis après, année après année, je tenais à la chose et la nature a conspiré, j'ai pu le faire. Magnifique. Et je pourrais pas faire cette interview sans parler également de ton livre. Prenez le virage du succès que j'ai lu, je pense en un temps record, avec des apprentissages vraiment concrets. J'ai oublié d'ailleurs de l'apporter avec moi parce que je l'ai encore que moi. Normalement, je donne des livres. Mais ça, j'ai pas envie de le donner. Non seulement parce que c'est de mon mentor, mais au-delà de ça aussi parce que les enseignements sont assez puissants dedans. Et on peut revenir là-dedans à chaque fois. Pourquoi le titre Prenez le virage du succès? Et est-ce qu'il y a, entre guillemets, 3 clés fondamentales que tu aimerais partager à une personne qui ne regarde, peu importe dans quel domaine d'activité cette personne exerce, qu'il soit salarié aujourd'hui mais qui a envie de s'élever, ou qu'il soit entrepreneur mais qui a envie d'arriver à un autre level, ou peut-être qui est étudiant ou qui est un peu perdu en ce moment. Est-ce que tu as 2-3 conseils à donner à travers, en partant de ce livre? Oui, en partant de ce livre, merci en tout cas pour ces mots gentils. Le premier conseil, c'est de dire déjà que la réussite, c'est d'abord un état d'esprit. Donc, c'est la psychologie du succès qu'il faut épouser. Et toute démarche qui peut aider ceux qui nous suivent à épouser cette psychologie du succès, donc aller à la quête des enseignements, des meilleures pratiques pour développer le paradigme aligné sur l'accomplissement, sur le succès. Pour moi, ça commence par 80% de la réussite, c'est psychologique, et 20%, c'est carrément mécanique. Donc, quand le subconscient est aligné sur le désir le plus profond, je vous assure, on est préparé non seulement à percevoir les opportunités liées à ce qu'on veut, mais on est aussi préparé, prédisposé à saisir ces opportunités-là. Je te donne un seul exemple. Quand tu as acheté ta dernière voiture, c'est quelle marque?
peu importe la marque. Bon, Mercedes, ouais. Mercedes, par exemple. Et quand tu commences à rouler dans cette Mercedes à Paris, où tu vois beaucoup de Mercedes. Parce qu'à partir du moment où Mercedes est entré dans ta vie, ton subconscient est déjà programmé par rapport à la Mercedes. Avant même qu'il ne rentre, dès que tu mets pour projet, tu veux Mercedes. Tu commences à voir Mercedes Ouais, autour de toi. je suis d'accord. Change de marque de voiture, tu vas commencer à voir encore beaucoup de voitures de la nouvelle marque. Donc, ce sur quoi on se focalise au niveau du subconscient, c'est ce qui se matérialise en réalité physique. Donc, il faut travailler. Et est-ce que tu... Aujourd'hui, bon, il y en a qui l'expliquent à travers ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Mais Ce moi, que j'allais justement te demander. Voilà, mais moi, j'irais un peu plus loin. Moi, je dirais même la loi de la manifestation de la vibration. Tu vois, c'est comme une fréquence. Lorsqu'on est aligné sur une fréquence spécifique, on capte une chaîne, une radio spécifique, ok? Par exemple, 97.7, ainsi de suite. Donc, lorsque notre vibration interne est alignée sur la fréquence du succès, on s'attire le succès. Est aligné sur l'argent, on s'attire. Mon frère, tout se crée 2 fois. Tes grands séminaires que tu organises, tu les crées d'abord mentalement. Et tu crées en toi une vibration qui capte la fréquence liée à cet événement-là et tu finis par le faire. J'adore, tout se crée 2 fois. Je suis totalement d'accord. Tout se crée 2 fois. Ça se crée déjà dans l'univers immatériel. Après, ça se crée dans l'univers physique. Et qu'est-ce qui permet d'y arriver? C'est la vibration. La vibration qu'on entretient, ça va concourir à réaliser physiquement. Si on est sur une vibration négative, une vibration de la peur, ce dont on a peur là, ça va arriver. Donc, honnêtement, c'est le premier conseil que je peux donner. Le deuxième conseil aussi, c'est de se dire que il faut être animé d'un désir ardent. Quand on veut faire quelque chose, il faut que ce soit un désir. Dire que je veux, j'ai envie, pour moi, c'est faible. Il faut que ce soit un désir ardent, une question de vie ou de mort. Tout le monde veut, hein, entre guillemets. Tout le monde veut, mais je veux un désir ardent. Il y a une anecdote, un jeune qui était inspiré par un coach, il dit au coach, I want to succeed, je vais réussir, il faut et ainsi de suite. Le mec dit, on se retrouve à la plage. Il dit, mais attends, qu'est-ce que la plage a à voir avec la réussite? Il se retrouve à la plage, il demande au jeune homme de se mettre en maillot de bain, entrant dans l'eau. Il lui dit de venir à 6 heures même. Oui, à 6 heures, exactement. Il entre dans l'eau et après, il plonge la tête du jeune homme dans l'eau. Il ne pouvait plus respirer. Au moment où il était sur le point de perdre sa respiration, il a eu la force de se débarrasser du monsieur pour retrouver sa respiration. Et c'est là où le coach dit, you want to succeed? Tu veux réussir? Oui. Tant que ton désir de réussir n'atteint pas le niveau que ton désir de survie que tu as eu tout à l'heure, c'est que tu n'es pas prêt. Donc pour moi, ce désir, quand ça devient un désir ardent, un must, je vous assure, on mobilise nos ressources. C'est magnifique ce que tu partages. Et le dernier, honnêtement, c'est la discipline. Ok. C'est la discipline. Je ne sais pas si tu es fan de foot. Moi, je suis un Barcelonais. Fan de Messi. Non. Mais je pense que toi, tu es Real Madrid. Mais le joueur pour qui j'ai le plus de respect au monde, c'est Cristiano Ronaldo. Moi aussi. Pas par rapport au talent. Tout le monde a un talent d'une certaine manière. Mais la discipline de mettre en valeur son talent. Pour moi, la discipline bat le talent. On a beau être talentueux, si on n'agit pas dans la discipline, mon frère, ça ne va pas donner. Je suis d'accord. Certainement, on t'a dit, oui, tu avais une prédisposition d'être un bon conférencier, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui t'a amené là? C'est 7 ans, 7 bonnes années de pratique. De discipline, ouais. De discipline. Et je suis sûr qu'il y a des choses que tu as mal fait. Mais au fil du temps, tu t'es amélioré. Au fur et à mesure, ouais. Mais je suis curieux de voir Karamo dans 20 ans. Ça ne sera plus la même personne si la discipline est maintenue. Je n'ai pas hâte. Donc pour moi, la discipline fait toute la différence. Magnifique. Et c'est là où beaucoup de génies sombrent. Ok. Parce qu'ils se reposent sur le talent. Ouais. Okay. Ils se reposent sur le talent. C'est magnifique. Donc, et hier, j'ai même partagé avec un ami un extrait de l'intervention de Tony Lemelou, le fondateur de la banque UBA. Ouais. Il dit, en fait, l'entrepreneuriat, pourquoi beaucoup échouent en réalité, c'est parce que beaucoup ne l'envisagent pas dans le long terme, comme une aventure dans le long terme. On veut tout de suite.
Et qu'est-ce qui peut nous permettre de tenir dans le long terme, carrément? C'est la discipline, rien d'autre. Yeah. Et c'est là où CR7 fait la différence. Donc, si je récapitule un petit peu ces 3 points-là, le premier point, tu parles de... Épouser la psychologie du succès. La psychologie, tout vient d'abord de l'intérieur avant d'être à l'extérieur. Cette phrase qui dit « tout se crée 2 fois », j'adore. Merci pour ce partage-là. Deuxième chose, tu as parlé tout à l'heure avant la discipline. Tu as parlé de le désir. Le désir ardent, ça c'est hyper intéressant. Et surtout, l'anecdote que tu partages c'est Eric Thomas qui partage ça dans une grosse vidéo. Et c'est de là qu'est née sa citation, sa punchline favorite qui dit « If you want to succeed as bad you want to brave, then you will succeed ». Donc ça c'est hyper important parce que généralement on veut tous avoir du succès, on veut tous avoir un peu plus d'argent, on veut tous une belle voiture. Mais ceux qui désirent vraiment se mettent à la tâche, travaillent, charbonnent, traversent des nuits blanches parce qu'ils veulent réellement cela. Donc, vouloir tout simplement ne suffit pas. Il faut se mettre dans le désir, vraiment cultiver un désir ardent. Et ça, c'est possible uniquement quand tu t'alignes avec des objectifs qui font du sens pour toi, pas juste des objectifs qui font du sens pour les autres ou parce que tu as vu sur Instagram, sur les réseaux sociaux, parce que c'est beau de faire ça. Non, si tu le veux vraiment dans tes tripes, et là, tu es prêt à faire tous les sacrifices nécessaires. Et en troisième position, du coup, ce qu'il partage, ça va être la discipline. Cultiver une sorte de discipline, peu importe dans quel domaine. Le talent sans discipline, ça, c'est voué peut-être à l'échec. Discipline sans talent, c'est possible de faire quelque chose. Talent plus discipline, le monde, il est à vous. Absolument. Donc, résumé. Ouais, je sais. Merci beaucoup. En tout cas, c'est beaucoup de pépites. J'aimerais bien qu'on aille tellement loin. Peut-être qu'on fera une partie 2. Il y a beaucoup de choses à vous. En tout cas, ce sera avec un grand plaisir. Beaucoup de choses à vous partager. Mais je tiens quand même à préciser qu'il faut aller chercher. Je vais demander au monteur de vous mettre ici une image du livre Prenez le virage du succès. Je vous en ai parlé ici. C'est un excellent livre. Où est-ce qu'on peut retrouver d'ailleurs ce livre-là? Des plateformes Amazon, Fnac. Il suffit juste de mettre dans Google et vous tomberez sur un lien. Prenez le virage du succès de Moussa Bérété. Je vous assure, vous n'allez pas le regretter. C'est sûr et certain, c'est une pépite. Vous avez également mon livre. D'ailleurs, je vais te dédicacer un exemplaire. Super. C'est le premier. On est en train de bosser sur le deuxième. Super. Là, c'est un récit de poèmes et de développement personnel qu'on appelle les mots pour les mots. Ça permet de soigner les mots qu'on vit tous les jours au quotidien à travers les mots MOTS. Donc, je vous mettrai aussi le lien et tout ça dans la description. Vous pourrez aller chercher ça. Et est-ce que tu as un dernier message de fin à partager à ceux qui ont suivi ce podcast jusque-là? Comme dernier message, je dirais que peu importe qui vous étiez, ce que vous avez accompli, peu importe ce que vous aviez par le passé, peu importe qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous avez accompli jusque-là, la question la plus importante, c'est qui vous voulez être. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez posséder? Et soyez attachés à cette vérité de Stephen Covey. Vivez pour les 3 L. Love, live et leave a legacy. Tout ce que vous faites, faites-le par amour. Et la conséquence logique, donnez plus que ce que vous attendez en retour et la conséquence logique de l'univers vous récompense. Live, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Ne vivez pas conformément à ce que les autres imaginent pour vous, mais quelles sont vos aspirations les plus profondes? Parce qu'en définitive, la réussite, c'est de vivre sa vie comme on l'entend, en accord avec ses aspirations profondes, mais aussi en accord avec les valeurs humaines, de manière à vivre heureux tout en contribuant au bonheur de la collectivité, de la société. Et pour terminer, je vous dirais que la variable la plus déterminante, le facteur X qui fera toute la différence, c'est vous. Et donc, investissez dans votre développement personnel. Parce que à partir de vous, vous pouvez conquérir le monde. Les opportunités seront exploitées au mieux si vous êtes à la hauteur de ces opportunités-là. Encore une fois, je vous souhaite plein succès et je vous souhaite de prendre le virage du succès. Magnifique. Quelle fin, quelle conclusion. Est-ce que j'ai le droit de rajouter quelque chose? S'il te plaît, coach. Non. Vas-y, Carapo. Vous avez le droit. C'est tellement bien conclu. Ouais. Finalement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast-là. Je termine un petit peu par appuyer un petit peu ce qu'il dit tout à l'heure par rapport au fait d'investir en vous. On demande à Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches sur Terre, quel a été son plus grand investissement. Quelqu'un qui a des milliards et des milliards. Il a investi dans des actions qui ont été, achetées à l'époque à $50, aujourd'hui qui valent plus de 100 milliards, ainsi de suite. Mais tu lui demandes de tous les investissements, quel est l'investissement le plus rentable de tous les temps qu'il a fait? Il te dit,
c'est le jour où il a pris $100 de son argent pour aller se former lors d'une conférence. Wow. $100 de son argent pour aller se former, parce que c'est suite à cet investissement en lui qu'il a pu développer des skills comme des skills de communication pour négocier des actions, ainsi de suite. Donc le meilleur investissement que vous pourrez faire aujourd'hui, c'est en vous. En tout cas, si ce podcast-là doit se finir par une phrase de fin, ça serait ça. Merci beaucoup. Merci. Pour tout ce que tu as partagé. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce podcast. Le plaisir est partagé. Je vous préviens de quelque chose. Vous avez vu ce monsieur parler, partager aujourd'hui. Je vous mettrai tous ses réseaux. Allez-y le suivre. Il est actif sur LinkedIn, un peu sur Facebook aussi. S'il y a d'autres plateformes, je vous mettrai tout ça en dessous. Mais ce qui est sûr, voir ce monsieur encore en conférence, je peux pas vous dire qu'est-ce que ça fait. C'est une tuerie. Je vous le dis parce que je l'ai vu sur scène, j'ai vu l'énergie qu'il y a en lui. Je sais pas, ça fait combien de temps il a pas fait de conférence. Peut-être qu'il en fait encore. Mais je connais de quoi je vous parle. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai profiter de cette opportunité-là. Je ferai une conférence et je partagerai la scène avec ce grand monsieur. Ça serait un honneur pour moi. Donc, merci pour tout ce que tu as partagé. Merci. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin. Dites-nous dans les commentaires quelle est la partie préférée, quelle est la citation préférée, l'anecdote préférée que vous avez retenue de ce podcast, parce qu'on en a partagé plein. Je suis très curieux de pouvoir vous lire dans les commentaires. On a pris notre temps, on n'est pas pressé. Ceux qui sont pressés peuvent aller et revenir nous trouver ici. En tout cas, on n'est pas pressé. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était Karamo et Moussa Bérété cette fois. Et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.